Stéphane Bell, vous êtes de la Mèche Rebelle. Oui, voilà. Oui. Donc, la Mèche Rebelle, c'est situé où? C'est quoi la Mèche Rebelle? C'est situé au Mans. On est donc la Mèche Rebelle, on est éditeur fabricant de jeux de société. Donc cette année, on fête nos 15 ans en fait. Et la spécificité de l'activité, c'est d'avoir systématiquement éco-conçu tous nos produits en fait depuis nos débuts. Oui, quelques exemples sur l'éco-conception. Oui, qu'est-ce que vous avez fait de beau? C'est-à-dire qu'en fait, on a adapté à nos besoins en fait l'outil d'éco-conception. C'est-à-dire qu'en fait, on vient toujours en amont de la production et puis de la création pour savoir comment on peut améliorer nos produits en termes de déchets ou en termes de procédés. En fait. Alors, est-ce que vous avez, vous, une définition du jouet vert? Jouet vert, non, il n'y en a pas en fait. Là, par contre, où on peut s'interroger toujours, c'est sur ce qu'on a fait en fait. En 2011, début 2011, on a fait une analyse de cycle de vie sur l'une de nos gammes de jeux. Donc une analyse de cycle de vie, c'est déjà confier en fait une expertise à un cabinet d'ingénieurs, de manière à ce qu'ils viennent sourcer sur l'ensemble de nos sous-traitants et sur nos productions les impacts de nos productions sur l'environnement. Donc il s'agit de relever des temps machines, des puissances de machines, de découpe, de composition, etc. Et de tout passer à la moulinette pour ressortir en fait nos impacts sur 14 indicateurs qui sont des indicateurs reconnus internationalement en fait. Voilà, donc aujourd'hui, on est sorti de la simple autodéclaration pour pouvoir produire en fait des chiffres sur nos produits. Donc vous ne dites pas, voilà, j'ai mis un emballage carton, j'ai fait une boîte de jeux bio. Non, on n'utilise jamais ce terme de bio en fait qu'on laisse uniquement à l'alimentaire. Parce que là, il est très normé dans l'alimentaire, on n'utilise pas ce terme-là, on n'utilise pas le terme de vert non plus, on parle de produits éco-conçus. Alors c'est moins sexy, c'est plus long à expliquer. Est-ce que c'est bien présenté aussi? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la présentation de ces jouets éco-conçus qui avaient une présentation peut-être moins attractive. Oui, ça c'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts sur ce point-là. Mais quand on compare un de nos produits à un produit classique, il va y avoir évidemment une différence d'approche design. Mais il faut savoir que nous, on est revendu sur à peu près 450-500 revendeurs en France et qu'à l'intérieur de ces revendeurs-là, le jeu et jouet classique, ça correspond à 10 ou 15%. Tous les autres vont être en magasin bio, en magasin de commerce équitable ou en jeu et jouet indépendant en fait. Donc on n'a pas les mêmes attentes au niveau des joueurs et puis des consommateurs. On parlait justement de la distribution. Comment vous jouez, vous, pour distribuer vos produits? C'est parce que vous ne passez pas par les filières de distribution habituelles? Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 3 ans, on a monté notre propre grossiste en fait, de manière à pouvoir diffuser de façon professionnalisée une dizaine de marques de jeux éco-conçus, la nôtre plus d'autres, de manière à offrir un panel justement intéressant à des chefs de rayon et pas tomber dans l'écueil du petit créateur qui a 2 produits à proposer en fait. Donc on arrive avec un catalogue d'une centaine de produits. Il faut avoir beaucoup de choses, hein. Il faut pouvoir justement proposer à chacun des éléments. Hein. Oui, il faut absolument différencier la partie création de la partie distribution. La distribution, c'est un métier à part entière, c'est pour ça qu'on l'a séparé. Quels sont les matériaux que vous utilisez? C'est principalement en fait papier et carton pour tout ce qui est jeux de société. Ensuite, on va pouvoir utiliser quelques matières, le bois bien sûr pour des accessoires. Et puis sur une de nos gammes, on a utilisé le bambou. Le bambou? Oui. Donc en fait, on est allé. Alors c'était une difficulté. On a mis près de 2 ans à sourcer en fait l'approvisionnement, puisqu'on voulait un bambou qui soit justement dans sa production et dans son savoir-faire respectueux de l'environnement et de manière fiable. Et votre bambou, vous allez le chercher où? En Asie du Sud-Est? Au Vietnam, oui, tout à fait. C'est une coopérative en fait qui fait des bols alimentaires en bambou roulé. Et qui utilise des glues végétales et des vernis alimentaires. Très solide. Oui, c'est très solide. C'est un savoir-faire ancestral. Et puis ce qui nous a plu, c'était l'aspect du matériau lui-même qu'on ne retrouvait pas par rapport à ce qu'on souhaitait sur du bois classique. En fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de produire ce bambou ici en France aussi? Parce que ça pousse bien le bambou chez nous. Ça pousse malheureusement très bien en fait. Si vous plantez du bambou dans votre jardin, très mauvaise idée. Voilà, c'est une très mauvaise idée. Et
Il faut. Nous, on est parti du principe qu'on allait chercher à la fois un savoir-faire et une matière en fait là où elle était, pas nécessairement l'importer en fait dans sa production. Par contre, l'ensemble du jeu, c'est-à-dire le boitage, les pions ou autres, c'est fait en local. Il y a beaucoup de matériaux comme ça qu'on peut retrouver. On a du lin chez nous, beaucoup de lin. Est-ce que vous pensez aussi utiliser des matériaux sourcés ici en France? Oui, on s'intéresse à la manière de ce que fait Mariana avec ses produits. Oui, tout à fait. On s'intéresse aux chambres aussi. On peut s'intéresser beaucoup aux chambres. Aux chambres européennes. Là, c'est plus pour une gamme en fait, une gamme de doudous. Toujours sur ces fibres. Oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, ça se présente comment pour vous? C'est une entreprise qui se développe beaucoup? Déjà, en fait, alors qu'on est sur des marchés de niche et des marchés, on va dire pour l'instant émergents, on fête nos 15 ans, donc ça c'est déjà pas mal. On est une petite structure, on est 4, et je viens de procéder à une embauche en janvier en fait. Donc c'est pour moi des indicateurs qui montrent qu'on a notre place sur le marché. Les profils des personnes que vous recrutez, ça marche comment? Est-ce qu'il faut avoir fait de la recherche? Est-ce qu'il faut avoir travaillé sur les matériaux, justement? Non, pas nécessairement. Ça, on va plus faire des partenariats avec des gens spécialistes. En interne, on va plus s'attacher au design, à la création et puis bien sûr à la vente. Très bien. Des questions? Donc si vous cherchez à vous faire embaucher, c'est mort, ça ne marchera pas. Micro, Mariana. Prenez le micro. Tout ce qui est lié justement à étiquetage environnemental et écolabel, vous avez participé à ces démarches, vous avez eu un prix aussi. Oui. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, bien sûr. Donc on a eu on est lauréat du premier prix du Grand Prix du développement durable. C'est un prix en fait qui est sartois. Mais ce qui est intéressant, c'est sur effectivement l'affichage des critères environnementaux. Donc on participe à deux choses assez grandes en fait. La première, c'était un appel à projet du ministère de l'Environnement, dont vous avez peut-être entendu parler, qui concerne en fait justement une expérimentation sur l'affichage des critères environnementaux des produits. Mais là, ça ne concerne pas que le jeu, ça concerne en fait 1000 produits. Donc il y a eu 170 entreprises de sélectionnées en France, dont la Mèche Rebelle. Et dans le jeu et jouet, on est l'un des rares représentants d'ailleurs. Par contre, à côté de nous, il va y avoir des multinationales sur de l'alimentaire, sur de l'habillement, etc. L'idée en fait de cette expérimentation, c'est de laisser un peu carte blanche aux industriels pour afficher au minimum 3 critères d'impact environnementaux de leurs produits sur l'environnement. Donc c'est une expérimentation. Donc pour l'instant, les comparatifs sont difficiles à faire entre deux produits, et ça c'est normal. Ça va déboucher à terme sur une normalisation des critères, et l'ensemble des produits vendus en France sera étiqueté en fait. Donc aujourd'hui, on a évidemment le carbone, enfin le CO2 qui était imposé, et ensuite il y avait deux autres critères un peu au choix en fonction de ce qu'on voulait mettre en avant. Donc on a pris, nous, ce qu'on appelle la toxicité terrestre et puis l'eutrophisation de l'eau. Il faut savoir les lire, ces étiquettes-là. Oui, c'est l'une des grandes difficultés. C'est pour ça que pour l'instant, même si ça a été médiatisé, c'est peu repris dans la presse, parce que la lisibilité n'est pas du tout évidente. Par contre, il y a une autre en parallèle en fait, une autre démarche qui est entamée par l'AFNOR cette fois, qui concerne directement le secteur du jeu et jouet, puisqu'il s'agit de normer l'affichage des critères environnementaux qui va passer et qui sera un affichage obligatoire sur tous les produits jeux et jouets. Donc nous, on est allé un petit peu au bout de la démarche en intégrant le sous-groupe du jeu et jouet qui concerne notre activité, c'est-à-dire le jeu de société. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Surtout, vous restez avec nous pour intervenir toujours tout au long de cette matinée.